Compte rendu de la 45e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 30 mai 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 45e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De l'évolution géopolitique et économique mondiale. Le président de la République a commencé par attirer l'attention du Conseil sur une évolution géopolitique et économique majeure qui, bien qu'éloignée, en apparence a des répercussions sur la République démocratique du Congo. L'Organisation mondiale du commerce prévoit désormais une contraction du commerce de 0,2% cette année et le Fonds monétaire international abaisse ses prévisions de croissance mondiale à 2,8% et 3% pour l'année 2026. Parallèlement, les dollars américains se déprécient, reflet d'une perte de confiance dans les marchés obligataires et d'une dynamique accélérée des dédollarisations des échanges. Pour un pays comme le nôtre, où 91% des dépôts et 97% des prêts bancaires restent libellés en devises, ces bouleversements sont majeurs. En effet, notre économie est confrontée à 4 risques. 1. Une inflation importée due à la hausse mondiale des prix manufacturés. 2. Une pression sur le franc congolais, aggravée par la baisse des recettes d'exportation. 3. Un ralentissement de l'économie chinoise qui fragilise la demande pour nos ressources stratégiques. 4. Une forte volatilité des cours de métaux, rendant la planification économique incertaine. La suspension temporaire de nos exportations de cobalt depuis février 2025, destinée à réguler les prix, illustre l'importance des stratégies de maîtrise de l'offre pour protéger nos intérêts nationaux. À ces défis économiques s'ajoute un contexte sécuritaire critique alimenté par le conflit à l'est du pays qui exige de ressources financières colossales pour financer l'effort de guerre, soutenir les populations déplacées et protéger notre intégrité territoriale. Dans ce cadre, le président de la République est d'avis que sécuriser nos flux économiques extérieurs et repenser notre positionnement géopolitique n'est plus une option, mais une nécessité. Notre pays doit non seulement se défendre, mais aussi se positionner. Notre voix doit compter, notre économie doit résister et notre diplomatie doit anticiper. Les initiatives récentes dans les corridors de Lobito, la zone économique spéciale RDC-Zambie, illustrent notre potentiel d'intégration dans les chaînes de valeur mondiales et africaines. Cependant, a-t-il souligné, nous devons aller plus loin en traitant cette question de résilience économique de manière transversale. Pour ce faire, le président de la République a engagé sous la coordination de la Première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Économie, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances, le ministre des Mines, celui du Commerce extérieur et la gouverneure de la Banque centrale, ainsi que les autres instances stratégiques à se concerter pour proposer rapidement des mesures concrètes visant à protéger notre économie des chocs extérieurs, de renforcer notre souveraineté monétaire et commerciale, de diversifier nos partenariats et d'ancrer nos décisions diplomatiques dans une stratégie autonome au service de nos seuls intérêts. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la problématique de la représentation de l'État dans les joint ventures minières et celle de la cession à l'État congolais des actions par les sociétés minières détentrices de permis d'exploitation. Dans cet esprit de souveraineté économique,
et au cours de la 29e réunion du Conseil de ministres tenue en date du 19 novembre 2021. Le président de la République a rappelé qu'il avait instruit le ministre de Mines, en coordination avec celui du portefeuille, de procéder à un contrôle systématique de la gestion des actifs miniers de l'État dans les entreprises concernées. Ces contrôles devaient notamment identifier de manière exhaustive les actifs miniers résultant des amodiations, évaluer les recettes qui auraient dû être perçues par les trésors publics, vérifier les modalités de désignation et de la légitimité des représentants de l'État au sein de ces structures. Près de 3 ans plus tard, il est constaté que les résultats escomptés, notamment ceux permettant de clarifier la représentation effective de l'État dans les sociétés minières, ne sont pas encore disponibles. Par ailleurs, la situation dans les joint ventures minières, où l'État est censé jouer un rôle stratégique, demeure marquée par un manque de transparence préoccupant. Cette opacité nuit à la bonne gouvernance du secteur extractif et freine les efforts de mobilisation optimale des recettes publiques. Ce déficit de clarté des redditions de comptes est inacceptable, car il compromet les objectifs que nous nous sommes fixés en matière de justice économique, de développement durable et de consolidation de notre souveraineté sur nos ressources naturelles. Le président de la République a insisté sur le fait que la gestion de ressources minières n'est pas seulement une question économique, elle engage notre responsabilité devant la nation et les générations futures. Elle exige intégrité, rigueur et sens élevé de l'intérêt général. De ce qui précède et pour permettre au gouvernement de prendre les mesures correctrices nécessaires, il a instruit le ministre des Finances, le ministre de Mines ainsi que celui du portefeuille, en collaboration étroite avec son cabinet, à mettre en place une commission ad hoc qui sera chargée de lancer un audit exhaustif et systématique des actifs miniers relevant de la participation de l'État, évaluer la gouvernance de sociétés concernées, proposer des mécanismes de redressement des meilleures structurations de la présence de l'État dans les secteurs. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est quant à elle revenue sur quelques points, notamment sa mission d'itinérance dans les provinces du Kasaï central et du Kasaï. Cette mission a-t-elle rappelé viser quelques objectifs, notamment faire le point de l'état d'avancement des engagements du président de la République lors de sa visite en décembre 2024 dans ces provinces, appréhender les obstacles au bon déroulement des projets d'infrastructure afin de donner un nouvel élan aux initiatives à l'arrêt et réaffirmer le soutien renouvelé du gouvernement aux structures et équipes impliquées dans ces projets et enfin lancer un appel à la mobilisation et à la cohésion nationale. La mission a englobé diverses activités allant des rencontres populaires aux visites de projets d'infrastructure en passant par des réunions interinstitutionnelles et techniques. À Kananga, par exemple, un accent a été mis sur la relance économique ainsi que celle des infrastructures, notamment les lancements des travaux de la centrale hydroélectrique de Katende, la visite du chantier routier Kananga-Kalambambouji, la visite du projet d'énergie solaire Mégatron et des travaux de modernisation de la voirie urbaine. À Tshikapa, outre la confirmation de la reprise de l'approvisionnement en eau potable, un souci affectant la colline de Kélé, elle a procédé à l'inspection de plusieurs travaux, notamment le pont Luangue, la déviation de Bondo, l'hôpital général de référence de Tshikapa, le programme Tshilé-Gelou, le chantier de l'Assemblée provinciale. Pour tous ces travaux d'infrastructure et des luttes anti-érosives, elle a instruit le ministre d'État, ministre des Infrastructures, de réunir les structures concernées pour envisager les actions urgentes à entreprendre. Sur un autre chapitre, elle a évoqué les lancements, les jeudis derniers, des travaux du comité de pilotage de la cellule d'impulsion, de coordination et de redevabilité au service de la réussite du programme d'action du gouvernement 2024-2028, laquelle réunion a connu la participation de membres du gouvernement
et des partenaires techniques et financiers. Appelée Delivery Unit, cette cellule constitue un outil stratégique de suivi de l'action gouvernementale. Elle est de ce fait un dispositif de soutien aux membres du gouvernement dans une perspective d'amélioration de performance de l'action publique et d'accélération de la mise en œuvre de réformes ainsi que de projets qui touchent directement la vie de nos populations. Elle a invité tous les ministères à travers leurs services respectifs à travailler avec la Delivery Unit afin d'améliorer le suivi de projets structurants par le gouvernement. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif aux points d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté les rapports sur l'État et l'administration du territoire. S'agissant de l'État et de l'administration du territoire, au cours de la semaine qui s'est achevée, l'état d'esprit de la population a été globalement marqué par la condamnation par l'opinion nationale de l'engagement de l'ancien président dans son entreprise avec l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC pour renverser les institutions. L'accueil favorable par l'opinion de l'initiative prise par les ministères de l'Intérieur pour obtenir auprès des instances judiciaires la dissolution des partis politiques dont les leaders sont engagés dans la guerre d'agression. Sur le plan politique, il a présenté la situation liée à l'installation et à la prise en charge de conseils communaux à travers toute la République. La situation présentée est assortie des propositions en direction du gouvernement. Dans les chapitres du banditisme et de la criminalité, il est revenu sur le phénomène de braquage qui s'observe de plus en plus dans certaines villes. Il a rassuré d'une part l'intensification de l'opération Ndobo et d'autre part rappelé la nécessité de réduire au plus vite le nombre de policiers commis à la sécurité de privés pour renforcer les équipes sur les terrains. La situation frontière et l'opération de démolition de constructions anarchiques ont également fait l'objet du rapport présenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Au sujet de la note relative aux travaux préparatoires du Forum national des affaires coutumières, le vice-ministre chargé des affaires coutumières a, dans la suite du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, informé le Conseil avoir signé l'arrêté ministériel portant création et attribution du comité d'organisation de ces assises. Cet arrêté donne comme mission principale à ces comités d'organisation la conception, la coordination et le suivi de toutes les activités relatives à la préparation et au déroulement du FNAC. Les principaux participants sont les chefs coutumiers, les administrateurs des territoires, les délégués des gouvernements provinciaux, les ministères sectoriels transversaux, la présidence, la primature, la société civile. Il y aura également la participation des autorités coutumières de pays de différentes régions d'Afrique et du monde pour les partages d'expériences. Les travaux sont prévus du 30 juin au 3 juillet et seront lancés par le président de la République. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-ministre à la Défense nationale a complété le vice-ministre de l'Intérieur en revenant sur les points saillants de la situation opérationnelle dans les différents fronts, spécialement dans la partie est de la République démocratique du Congo et de la calmie relative observée actuellement dans les triangles Kinshasa-Congo central Grand Bandundu, conséquente à l'opération Ngemba menée par les FARDC pour neutraliser les Mobondo et restaurer l'autorité de l'État. Au sujet de la situation épidémiologique, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a, avant de faire le point de la situation épidémiologique, revenu sur l'intervention que les gouvernements continuent d'assurer pour les différents sinistrés des différentes pluies observées il y a quelques semaines à Kinshasa. Par rapport à la semaine passée, la tendance pour ce qui concerne le Mpox à la 20e semaine est marquée par une diminution de cas suspects. Et pour marquer la solidarité du peuple congolais envers le peuple sierra-léonais
Confronté à l'extension rapide du Mpox, le ministre de la Santé publique a mis à la disposition du gouvernement du Sierra Leone, au nom du gouvernement congolais, 75 000 doses de vaccins. Quant au choléra, comparé à la semaine précédente, la tendance à la 20e semaine est marquée par une baisse du nombre de nouveaux cas. La ville de Kinshasa a notifié 2 cas de choléra au cours de cette semaine, 4 cas suspects dont 3 confirmés par PSR dans la zone de santé des Ngiringiri et Bumbu. Aucun décès n'a été signalé et le plan de riposte a été renforcé. Par ailleurs, le ministre de la Santé a aussi informé le Conseil de l'acheminement d'un lot de 3,5 tonnes de médicaments antituberculeux et un train des laboratoires vers les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu avec l'appui de l'OMS. Note d'information relevant du secteur du plan. Le vice-premier ministre, ministre du Plan, a présenté au Conseil 2 notes d'information. La première portant sur la poursuite des travaux d'opérationnalisation du cadre de gouvernance des investissements publics. À ce sujet, il a indiqué qu'une commission d'experts a été mise en place en collaboration avec le ministère du Budget et des Finances afin d'accélérer le processus d'opérationnalisation du cadre de gouvernance des investissements publics. La dite commission a pour objectif spécifique notamment de passer en revue les cycles de gestion d'investissement public, de la préparation jusqu'à l'évaluation ex post des projets, afin d'identifier par phase les cycles, les principales activités à mener, les acteurs, les livrables et les délais. Finaliser la préparation et ou l'actualisation des outils de mise en œuvre du décret susmentionné, réexaminer les manuels de procédure de gestion des investissements publics et les cas échéants l'actualiser, mener toutes les réflexions sur l'amélioration de la gestion des investissements publics en RDC et formuler des propositions idoines. En prélude des activités de la Commission, une feuille de route a été préparée et validée par le comité de supervision. Ces derniers présentera chaque fois que nécessaire au Conseil de ministres le rapport sur le progrès des activités de la Commission ad hoc assorti de recommandations appropriées. La deuxième note a porté sur les processus d'adoption du projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du cadre de coordination et d'orientation de l'aide au développement. À ces propos, le vice-premier ministre, ministre du Plan, a indiqué qu'à la suite de la réunion mixte commission politique et commission de loi tenue le 19 février 2025, ce texte a été adopté moyennant recommandation d'harmonisation avec la ministre déléguée à la coopération internationale. Aussi a-t-il rassuré qu'après une série de séances de travail avec les experts, les 4 points de divergence ont été harmonisés. Note d'information relevant du secteur de l'environnement. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a présenté au Conseil la note relevant la nécessité de la conservation et la sanctuarisation de la baie de Ngaliema, concession UTEX Africa. En effet, la végétalisation des espaces en milieu urbain est l'une des actions les plus régulièrement mises en avant pour atténuer les effets du changement, notamment pour lutter contre l'aggravation du phénomène d'îlots de chaleur urbains, mais aussi pour créer des parcs récréatifs écotouristiques. Dans ces cadres, elle a rappelé que depuis 2017, un contrat avait été signé entre l'État et la société UTEX Africa pour l'aménagement, l'entretien, les nettoyages, la préservation de la faune et de la flore, ainsi que le développement d'activités d'agriculture et des maraîchages urbains sur cette zone en période d'étiage. Afin de sauvegarder cet écosystème fragile de la baie de Ngaliema, son ministère, en partenariat avec UTEX Africa au travers son Beltexaf Bilembo, prévoit une série d'aménagements de ces espaces verts naturels à destination touristique, des détentes et des loisirs pour le bien-être de la population quinoise en manque d'espaces verts dont les travaux préparatoires sont en cours. Le lancement officiel est prévu le 5 juin
de cette année sur la baie d'Engalema au cours de la célébration de la journée de l'environnement. Le Conseil a pris acte de sa note. Note d'information relevant du secteur de l'aménagement du territoire. Le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, a informé le Conseil du rapport de l'évolution du dossier relatif à la formation du GEO-RDC et la mise en place d'un géoportail national. Dans cette optique, les principales actions réalisées au cours du processus de formalisation du GEO-RDC étalé de novembre 2024 à avril 2025 sont les suivantes. La définition de 8 domaines prioritaires pour le développement en République démocratique du Congo, la priorisation des actes d'intervention du GEO-RDC, la mise en place d'un cadre institutionnel et organisationnel, la constitution des 10 groupes de travail dirigés par une cinquantaine de scientifiques et experts provenant de tous les ministères sectoriels et agences publiques intervenant dans les domaines prioritaires. Les prochaines étapes cruciales pour la pleine opérationnalisation du GEO-RDC comprennent notamment l'endossement institutionnel de la feuille de route sous le haut patronage du président de la République, la finalisation de l'opérationnalisation, la mobilisation de partenaires nationaux et internationaux pour la constitution du réseau partenarial du GEO-RDC, les démarrages de la feuille de route prioritaire, les recrutements de consultants internationaux et nationaux, afin de bénéficier d'une expertise de pointe et d'assurer un transfert efficace de connaissances. Le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, a terminé à présenter au Conseil les priorités actuelles pouvant permettre à notre pays d'atteindre les objectifs qui s'est fixés dans ces domaines importants. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Note relevant du secteur de l'énergie. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a fait le point du projet régional de l'hydroélectrique Ruzizi 3 en cours de développement avec les concours des États membres de la CEPGL, les bailleurs de fonds, des investisseurs privés dont la clôture financière est imminente, afin de permettre à la société projet Ruzizi 3 Energy Limited de mobiliser les fonds nécessaires pour la mise en œuvre des activités capitales restantes de la phase du développement du projet jusqu'à la date de la clôture financière fixée au 30 septembre 2025. Il sera question de signer l'avenant numéro 4, raison pour laquelle il a sollicité l'approbation de la Première ministre. Note d'information relevant du secteur du portefeuille. Le ministre du portefeuille a fait l'état de lieu relatif à la relance des activités à vocation du secteur public agricole, lesquels disposent d'un potentiel de développement garanti, à savoir 1. Le projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo pour la production agricole de grande envergure. Étant donné que l'État congolais a investi des ressources importantes dans la réalisation de ce projet, le ministre du portefeuille a préconisé la mise en place d'une commission mixte interinstitutionnelle afin d'organiser une mission pouvant aboutir à faire un état des lieux qui aborde la question de manière holistique sur l'existant, la gouvernance, l'actionnariat, les états financiers, les engagements vis-à-vis de l'État ainsi que les engagements vis-à-vis de tiers. Cela permettra de pouvoir élaborer un plan de relance sur base des éléments objectifs en vue de rentabiliser l'investissement déjà consenti. 2. Triomphe dans l'objet social et la production des engrais pour appuyer les secteurs agricoles. Il sera question de garantir un financement devant couvrir l'investissement, le fonds de roulement et la trésorerie en vue de relancer cette entreprise et assurer la régularité de son approvisionnement. Au niveau du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, de pistes de financement innovantes sont envisagées pour y parvenir. Au demeurant, le ministre du portefeuille a évoqué la nécessité et l'urgence de rendre performantes ces entreprises du portefeuille dont l'objet social correspond à la croissance de la production agricole et pour lesquelles des investissements ont déjà été consentis. L'objectif est de faire face à l'insuffisance de l'offre alimentaire intérieure de produits agricoles de consommation de masse, liée naturellement
à la faiblesse de l'investissement dans ces secteurs et l'importation de denrées alimentaires de base pour une facture annuelle moyenne de 1,5 milliard de dollars. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Note d'information relevant du secteur des affaires sociales. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a brossé la situation humanitaire dans la province du Tanganyika suite notamment aux dernières inondations dans la ville de Kalemi. En janvier et avril 2025, de pluies diluviennes dans les zones bordant les rivières Kalemi, Lukuga, Rugumba, Kituku, Lubuye, les lacs Tanganyika et le fleuve Congo, ainsi que leurs principaux affluents, ont provoqué des inondations majeures. Par un débordement des eaux se déversant dans les bas-fonds de terre où vit la population. Ceci a pour conséquence notamment environ 289 142 personnes, soit 48 190 ménages sont affectés par les inondations dans plusieurs territoires du Tanganyika. Kalemi reste le territoire le plus affecté avec environ 80 000 personnes sinistrées. Cette province est également confrontée à une épidémie de choléra. Actuellement, 9 de 11 zones de santé sont touchées. Les bilans sanitaires rapportent un cumul de 2647 cas, dont 44 décès enregistrés entre le 1er janvier et le 17 mai 2025. Plusieurs cas de décès dus à la rougeole ont aussi été rapportés dans les aires de santé d'accueil des déplacés, ce qui augmente encore la précarité de leur situation. Du point de vue matériel, un bilan aussi a été fait. Face à cette situation, le président de la République a instruit le gouvernement de travailler diligemment avec la ministre des Affaires sociales pour que les recommandations qu'elle a formulées puissent être traduites en actes concrets en vue de soulager les populations qui sont affectées. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Dernière note d'information relevant du secteur de la formation professionnelle, le ministre de la Formation professionnelle a présenté au Conseil 2 notes d'information. La première portant sur l'institution d'un répertoire national des formateurs de la formation professionnelle. Ce répertoire permettra la reconnaissance et la traçabilité des formateurs compétents et qualifiés, ainsi que des détails contextuels importants les concernant notamment dans les domaines d'expertise. Il sera aussi institué l'octroi d'une licence en formation professionnelle, qui est un document délivré par son ministère ou par un organisme attitré, reconnaissant pour une personne les compétences d'assurer la formation professionnelle pour une durée déterminée selon les filières. C'est une étape importante vers l'institution en cours d'un registre national des formateurs qui est un outil normatif sectoriel stratégique. Il aura un caractère public et sera consultable auprès des services compétents ou des organismes accrédités ou partenaires intéressés par la formation professionnelle. La deuxième note a porté sur l'état d'avancement des sessions gratuites des formations en faveur des inscrits de la première édition de la foire de formation professionnelle et des dépendants des militaires et policiers. En effet, les sessions des formations orientées vers l'auto-employabilité ont enregistré un taux de déperdition de 36%, lié notamment aux difficultés rencontrées par les apprenants et les établissements de formation mis à contribution. Toutefois, 3006 apprenants vont clôturer leur formation le 7 juin 2025. Ils sont repartis comme suit: 906 apprenants dépendants des militaires et des policiers, soit 293 formés en ambulatoire et 613 dans plusieurs autres filières, et 2100 apprenants issus des inscrits de la première édition de la foire de la formation professionnelle dans divers métiers. Le Conseil a pris acte de ces notes. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions, les membres du Conseil ont approuvé le relevé des décisions prises lors de la 44e réunion ordinaire du Conseil de ministres du vendredi 23 mai 2025. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de textes. 1.
Projet de loi d'habilitation du gouvernement. Le vice-ministre chargé du contentieux international a soumis au Conseil pour examen et adoption le projet de loi portant habilitation du gouvernement à prendre des mesures relevant du domaine de la loi pendant la période qui dureront les prochaines vacances parlementaires. Il a énuméré et expliqué les matières pour lesquelles l'habilitation est sollicitée. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de loi. Projet de loi relevant du secteur de la santé publique. Le projet de décret relevant du secteur de la santé publique. Le ministre de la Santé a soumis au Conseil 3 projets de décret pour examen et délibération. Projet de décret portant organisation et fonctionnement du système national d'approvisionnement en médicaments. C'est l'une des mesures d'application des dispositions de l'article 54 de la loi numéro 18/35 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique telle que modifiée et complétée par l'ordonnance loi numéro 23/006 du 3 mars 2023. Ces dispositions instituent un système national d'approvisionnement en médicaments en vue d'assainir les secteurs pharmaceutiques de pratiques illicites qui occasionnent la circulation de médicaments des qualités douteuses voire contrefaits d'une part et améliorer la disponibilité et l'accessibilité aux médicaments de qualité d'autre part. Projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un service public dénommé Agence nationale du médicament ANAMED. Conformément au texte précité, il est également prévu la création de ces services publics en vue de doter les SNAM d'une structure publique qui fait présentement défaut au système. Le 3e projet de décret fixant les modalités des prélèvements de la taxe de promotion de la santé dévolue au Fonds de promotion de la santé vise le financement du système de santé de la RDC, conformément à l'article 128 bis in fine de la loi numéro 18/35 du 13 décembre 2018, fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique telle que modifiée et complétée par l'ordonnance loi numéro 23/006 du 3 mars 2023. Après débat et délibération, tous ces 3 projets de décrets ont été adoptés. La ministre déléguée près le ministre des Affaires sociales en charge de personnes vivant avec handicap a soumis au Conseil pour examen et délibération les projets de décret fixant les modalités pratiques d'octroi de la médaille de la vaillance pour la patrie aux personnes devenues handicapées suite à leur engagement au service de la nation. En application de la loi organique numéro 22/003 portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap, de l'ordonnance loi numéro 23/022 du 11 septembre 2023 portant création de la médaille précitée, cet acte permettra à la nation congolaise de reconnaître la bravoure et l'engagement de militaires et d'autres personnes physiques engagées dans la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. C'est aussi un signe de solidarité avec eux pour les sacrifices endurés au nom de la patrie. Par ailleurs, les textes sus évoqués répondent aux prescrits de la Convention relative aux droits de personnes handicapées et de la résolution 2475 des Nations Unies sur la protection de personnes handicapées dans les situations des conflits armés. Après débat et délibération, ce texte a aussi été adopté. Commencé à 15h27, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 19h20. Je vous remercie.